Bonjour à tous, on va commencer. Donc je vais vous faire une petite présentation de OpenID Connect et on va parler un peu de O2 aussi, puisque vous allez voir, c'est fortement lié. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Karim Pinchon, je suis développeur back-end depuis une dizaine d'années. Et actuellement, je travaille chez Lydia. Vous pouvez me suivre sur Twitter, KPN13. Alors, on va parler donc de O2. On va voir, je vais essayer de vous expliquer pourquoi O2, c'est pas fait pour faire de l'authentification, contrairement à ce qu'on pense certaines fois. On va aussi voir en quoi OpenID Connect, lui, est fait pour l'authentification. En revanche, ce qu'on ne fera pas, c'est un cours magistral sur O2 ou OpenID Connect. Les specs sont ultra vastes. Sur un quickie, on n'a évidemment pas le temps de rentrer dans les détails de tout. Et typiquement, je ne parlerai pas de détails d'implémentation. Voilà. Le but, c'est vraiment de comprendre le sens plus que la technique. Alors, O2, c'est un protocole de délégation d'autorisation. Ça veut dire quoi, en gros? Ça veut dire, moi j'ai des ressources, je veux permettre à quelqu'un d'accéder à ces ressources sans pour autant lui donner mes credentials à moi. Je veux pouvoir lui donner le droit d'accéder à ça sans non plus tout donner, quoi. Par exemple, si je peux faire une métaphore un peu bizarre, je peux permettre à quelqu'un d'entrer chez moi, je lui ouvre la porte, par contre, je lui donne pas mes clés non plus, quoi. O2, en revanche, c'est pas fait pour faire de l'authentification. Alors, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui est souvent dans la tête des développeurs. Peut-être parce que ce open autorisation, on pense que c'est lié à l'authentification, mais en fait, non. Alors, quelques exemples d'utilisation d'O2. Alors, par exemple, il y a une bonne dizaine d'années, voire peut-être plus, une application mobile qui s'appelait TweetDeck, qui appartenait pas encore à Twitter à ce moment-là, permettait à son utilisateur d'accéder au compte Twitter de l'utilisateur et donc donner des fonctionnalités un peu plus avancées avec une autre interface que celle de l'appli officielle de Twitter. Ça permettait d'agréger les comptes Twitter, etc. Notamment. Et donc ça reposait sur O2. Un autre exemple dont je voudrais parler, c'est le CPA, le compte personnel d'activité. C'est une application mise en place par l'État qui permet de centraliser tous les documents numériques des gens qui peuvent avoir sur plusieurs prestataires de coffre-fort numérique. Alors typiquement, c'est utile pour les intérimaires, parce que quand on est intérimaire, on peut travailler pour plein d'agences d'intérim différentes, qui ont chacun leur propre prestataire de coffre-fort numérique. Et donc le prestataire, au bout d'un moment, il a ses bulletins de paye dans 10 coffres-forts numériques différents. C'est clairement pas terrible. Et donc grâce au CPA, l'utilisateur se connecte sur le site du CPA, fait la mécanique O2 avec tous les prestataires dont il a besoin et il a une agrégation après de tous ces documents qui sont sur le CPA. Alors ça, c'est deux exemples. En vrai, il y en a des centaines d'exemples qui se basent sur O2 sur tout le web mondial. Je vais faire un peu de terminologie maintenant. Sur un process O2, il y a 4 acteurs qui rentrent en jeu. Le ressource owner, donc typiquement moi, j'ai des ressources à moi, des documents, mes bulletins de paye dans un coffre-fort numérique. Il y a le ressource serveur, en l'occurrence le coffre-fort numérique, c'est celui qui va héberger les ressources. L'autorisation serveur, c'est celui qui va dire qui a le droit d'accéder à ces ressources ou non, donc en l'occurrence le CPA. Pas le CPA, pardon, le prestataire de coffre-fort. Et enfin, le quatrième acteur, c'est le client. Dans mon exemple, le client, c'est le CPA. C'est lui qui veut accéder aux ressources. Alors, dans O2, il y a une notion très importante, la notion de jeton ou de token. Il y en a deux qui interviennent, l'access token et le refresh token. L'access token, c'est un token qui peut avoir plusieurs formes, qui va permettre à son porteur d'accéder aux ressources. Ça ne permet pas d'identifier la personne, ça permet juste de dire « Ok, toi tu arrives avec ce token, je te laisse rentrer ». Rien de plus. Un access token, ça a une durée de vie, plus ou moins longue, plus ou moins courte, en fonction des cas d'usage. Et cet access token, quand il arrive en fin de vie, on peut potentiellement en demander un autre sans avoir à ressaisir nos credentials, sans obliger l'utilisateur, le ressource owner, à saisir ses credentials, via le refresh token.
Donc le refresh token, c'est un token qu'on a récupéré en même temps que l'access token et qui va nous permettre de récupérer un access token une fois qu'il est expiré. Encore une notion très importante dans Auth2, c'est la notion de grant. Donc, en gros, c'est comment je vais aller récupérer ces tokens, cet access token et ce refresh token. Donc il y en a plusieurs qui sont définis dans l'aspect Auth2. Le plus connu et celui auquel on pense quand on pense à Auth2, c'est l'autorisation code. C'est celui qui fait intervenir toutes les parties et on va le voir un peu plus tard en détail. Un deuxième grant qui est le client credential, qui là est un grant un peu particulier et qui va se passer uniquement de serveur à serveur. Et donc là, on ne demandera plus le consentement du ressource owner. Ça marche très bien, typiquement quand on est au sein du même ESI. Ensuite, il y a deux grants qui sont maintenant fortement découragés à utiliser, qui sont les password credential et le grant implicite, qui servaient notamment à faire cette mécanique Auth2 avec une application mobile ou avec une ESPA. Je rentrerai un petit peu plus dans les détails par la suite également. Maintenant, on va essayer de détailler de façon assez simple l'autorisation code flow. Donc on a nos 4 acteurs. Alors, tout d'abord, le client va faire une requête d'autorisation à l'autorisation serveur. L'autorisation serveur, il va demander aux ressources owner son consentement pour dire est-ce que j'autorise le client à accéder à tes données. Le ressource owner, il va dire oui ou non. Imaginons qu'il dise oui. L'autorisation serveur va rediriger l'utilisateur avec un autorisation code dans l'URL. Le client va récupérer cette autorisation code et il va faire une deuxième requête à l'autorisation serveur, donc de serveur à serveur cette fois, en passant cette autorisation code et des credentials qu'il a obtenus lorsqu'il s'est enregistré auprès de l'autorisation serveur. Si tout match, si tout est OK pour l'autorisation serveur, ce dernier va retourner au client un access token et potentiellement, c'est pas obligatoire, un refresh token. Une fois que ce client a cet access token, il va pouvoir se mettre à requêter le ressource serveur pour récupérer les données de l'utilisateur. Qui passe ce token dans la requête, souvent dans le header autorisation d'une requête. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai parlé des grants spéciaux pour les SPA et les applications natives qui étaient découragés au profit de cette solution, de cette techno qui s'appelle PKCE, Proof Key for Code Exchange, qui va permettre d'ajouter une couche de sécurité sur ces cas particuliers que sont les SPA et les applications natives. Alors pourquoi ? Tout à l'heure, quand je vous ai montré le flow, je vous ai dit que le client, quand il recevait l'autorisation code, il devait l'envoyer au serveur avec ses credentials. Et dans le cas d'une application native ou d'une ESPA, on comprend bien qu'on ne peut pas stocker des credentials, soit parce que dans du JavaScript, c'est pas secure, soit parce que dans une application mobile, c'est pas plus secure. Il suffit de décompiler l'application et on récupérerait les secrets. Donc c'est pas possible de faire ça. C'est pour ça que les grants sont découragés maintenant au profit de PKCE. Alors maintenant, PKCE, on va voir comment ça marche et comment on est capable du coup de faire un flow sécurisé. On a repris exactement le même flow que tout à l'heure. On va juste rajouter 4 étapes. Première étape, le client, avant de faire sa première requête vers l'autorisation serveur, il va générer un code et il va le hasher. Ce code haché, on va le nommer le code challenge. Il va envoyer ce code challenge à l'autorisation serveur. L'autorisation serveur, il va le stocker, ce code challenge. Ensuite, le flow se déroule de la même manière que tout à l'heure. Si tout va bien, l'autorisation serveur retourne l'autorisation code au client. Maintenant, le client, il va envoyer l'autorisation code, mais au lieu d'envoyer des credentials qu'il n'a pas, puisque je vous rappelle qu'on est dans un contexte de SPA ou d'application mobile, il va envoyer le code non haché, d'accord ? Le code verifier. L'autorisation serveur va recevoir ce code verifier non haché, il va le hacher, il va le comparer avec le code challenge qu'il a reçu lors de la première requête. Si ces deux codes matchent, ça veut bien dire que c'est le même client qui a fait à la fois la requête d'autorisation et à la fois la requête de token.
Et donc, si ça match, il va autoriser le client et donc lui envoyer l'access token. Avec méthode de hachage, il faut juste que le client... alors ça dépend, il faut juste que le client et le serveur se mettent d'accord, effectivement. Souvent c'est le serveur qui a raison. Donc le client, lorsqu'il va vouloir accrocher un serveur au 2, il aura notamment à récupérer la méthode de hachage et l'implémenter lui-même. Alors maintenant que je vous ai expliqué un peu ce que c'était O2, quel est le problème avec l'authentification? Parce qu'on voit souvent ça. Pourquoi O2 c'est pas fait pour faire de l'authentification et pourquoi c'est mal de le faire? Ça veut dire que des gens le font. Alors pourquoi? En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, O2 c'était utilisé pour récupérer un access token. Et ensuite, avec cet access token, le client allait requêter une API qui servait les informations d'un utilisateur pour ensuite récupérer ces informations et authentifier l'utilisateur sur la base de ce que l'API avait servi. Donc ça pose des problèmes. Pourquoi? Parce que, l'API qui va servir les informations de l'utilisateur, elle n'a aucun contexte de connexion, de login ou quoi que ce soit. Elle ne sait absolument pas si l'utilisateur est connecté ou pas. Elle, c'est juste une API REST ou n'importe quoi qui retourne une ressource, mais elle n'a aucun contexte d'authentification. Deuxièmement, tout à l'heure, je vous ai dit qu'un access token, ça avait une durée de vie, qu'avec un refresh token, on pouvait renouveler cet access token. Ça veut dire que techniquement, l'utilisateur peut être parti depuis très longtemps, déconnecté depuis très longtemps, et en réalité, on va continuer à pouvoir l'authentifier parce qu'on a cet access token et on a ce refresh token pour encore demander un access token. Ça, c'est un problème. Troisième problème, c'est assez facile de voler assez facile pour quelqu'un qui connaît un peu, de voler une autorisation code, il y a des techniques, de voler un access token, ce qui fait que, avec du phishing ou n'importe quoi, ce qui fait que on peut relativement facilement faire de l'usurpation d'identité juste en volant cet access token. Après, on n'a plus qu'à requêter l'API qui sert l'utilisateur. Donc voilà pourquoi il ne faut pas utiliser O2 pour faire de l'authentification. Maintenant, OpenID Connect, qu'est-ce que c'est? OpenID Connect, c'est une surcouche à O2. C'est bâti sur la même spec O2 en ajoutant tout ce qu'il faut pour faire de l'authentification. Et alors typiquement, il y a quelque chose pareil, une application de l'État qui est basée sur OpenID Connect, qui s'appelle France Connect et qui permet à tout le monde de se connecter sur tous les services genre Amélie, le CPA, le CPF, etc. Alors on va voir un peu les différences. D'abord, il y a une différence de terminologie. Côté O2, on parlait de client, là on va plutôt parler de relaying party. Côté O2, on parlait d'autorisation serveur. Là, maintenant, on va parler plutôt d'identity provider ou d'IDP ou d'OpenID provider. Ensuite, il y a une différence de grande flow. En réalité, pas tant que ça. Il y a toujours l'autorisation code qui fonctionne rigoureusement de la même manière. Et ensuite, il y a deux flows qui sont implicites et hybrides, qui sont très très particuliers, que je ne vais pas aborder maintenant. Et je tiens à dire que dans 99% des cas, c'est autorisation code qu'il faut implémenter. Ensuite, il y a une différence de jetons. Tout à l'heure, on avait access token, refresh token. Là, on a un jeton en plus qui s'appelle l'ID token. Cet ID token, c'est lui qui va porter l'identité de la personne connectée. Un ID token, qu'est-ce que c'est? C'est un JWT. Alors un JWT, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être soit un JWS, soit un JWE, c'est-à-dire un token signé ou un token chiffré, en fonction de si on veut de la confidentialité ou pas. Alors voilà, très rapidement, à quoi ça ressemble un ID token. C'est deux objets JSON qui vont être encodés en base 64, hachés, enfin avec un hashMAC, ce qui nous donne une signature en violet, avec des informations qui peuvent être celles-là ou plus ou moins, peu importe. Et à la fin, on concatène tout ça avec des points et ça nous donne une longue chaîne de caractères avec 3 parties. Donc là, c'est un token signé, pas chiffré. Voilà, c'est ça un JWT. Si vous ne connaissez pas trop JWT et que ça vous intéresse, il y a un talk à la fin de la journée, un gars probablement très très bien qui l'a fait. Je vous invite à aller la voir. Ensuite, avec OpenID Connect, on a un nouveau endpoint qui s'appelle le user info et qui va permettre de transmettre des informations sur l'utilisateur connecté. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps,
uniquement l'ID token, avec les informations qu'il contient, ça permet très bien d'identifier une personne et de l'authentifier sur son site et de créer sa session, etc., etc. Mais par moment, on va avoir besoin d'un peu plus de contexte, un peu plus d'infos sur l'utilisateur. Et donc, le User Info Endpoint, il est designé pour ça. Il va retourner des informations soit sous forme de JSON, soit sous forme de JWT. Et son accès est autorisé via l'Access Token qu'on a récupéré en même temps que l'ID Token. Ensuite, il y a un endpoint qui existe en réalité aussi pour O2, qui est l'enregistrement dynamique de clients. Donc tout à l'heure, je parlais du client et de l'autorisation serveur, il avait récupéré des credentials, etc. Ce client, donc, il doit s'authentifier, il doit s'enregistrer auprès du serveur d'autorisation, et c'est avec ce genre de endpoint qu'on peut le faire de façon automatisée. Ensuite, il y a le Discovery Endpoint, également disponible sur O2 en réalité, qui va permettre de mettre à disposition des clients ou des potentiels clients toutes les informations nécessaires pour accrocher et donc se connecter au serveur d'authentification. Donc les URL des endpoints, les méthodes de hachage, de signature, les scopes supportés, etc., etc. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, OpenID Connect, c'est énorme comme spécification. Là, on a fait vraiment qu'effleurer la surface. Dans la spécification, il y a plein de choses encore. Je peux vous parler notamment de l'accès offline. C'est un peu contre-intuitif, mais en réalité, avec un serveur OpenID Connect, on peut avoir un accès offline, c'est-à-dire on peut avoir des informations sur un utilisateur qui n'est pas connecté. J'ai pas de cas d'usage, j'ai jamais mis en place, pour être honnête, mais je sais que ça existe et que c'est défini dans la spec. Évidemment, on diminue un peu le niveau de sécurité de notre serveur. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose de super intéressant, c'est la gestion de sessions, et notamment le single sign-out. Donc, OpenID Connect, je ne l'ai pas dit, mais ça permet de faire du SSO notamment. Et donc, voilà, la gestion de sessions, il y a plein de choses à faire, notamment pour le single sign-out, pour déconnecter notre utilisateur de toutes nos applications en même temps. Ça peut se faire via front, via back, avec de la destruction de sessions, ou avec des redirections, etc., si on fait par le front. Enfin, il y a plein de façons de faire. Et tout ça, c'est défini dans la spec. Et il y a encore énormément de choses dont je n'ai pas parlé. Alors, pour résumer, O2, il faut bien comprendre que ça sert à faire de la délégation d'autorisation et jamais de l'authentification. Ce n'est pas un cas d'usage valide et c'est plein de failles de sécurité. OpenID Connect, lui, ça a été designé pour ça. Voilà, merci pour votre attention et merci au Jack Summercamp.